voudrais essayer de faire ce matin, c'est deux, trois choses sur, concernant la réforme, entre guillemets, territoriale. C'est de faire un peu, d'actualiser la situation, pour ceux qui ont déjà un peu suivi ces questions-là, parce que on est de plus en plus dans le flou artistique sur les positions du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat aussi. Il y a un enchevêtrement de lois. On appelait ça l'acte 3 de la décentralisation. L'année dernière, à l'Université d'Automne, on avait déjà travaillé dessus. Les mois précédents, on avait organisé, le MPF avait organisé à Avignon une journée de formation-information sur la question. On croyait être à peu près à jour sur la question, mais pas du tout, puisque les choses sont un peu plus compliquées pour le gouvernement pour aboutir à ce qu'il souhaite, et donc il est obligé de tournicoter du cul, et parmi les tournicotages du cul, il y a des lois prévues, programmées, déprogrammées, baptisées, débaptisées, et rien n'est fini. Mais on va essayer surtout, plutôt que de se perdre, j'allais dire, dans un certain nombre de détails, de revenir sur le but poursuivi. Parce que ce qui compte, d'abord, c'est de comprendre le but poursuivi et comprendre à quoi servent finalement, réellement, toutes ces réformes annoncées et programmées. Donc pour ce faire, Daniel va intervenir sur la partie un peu historique des lois de décentralisation, qui est très intéressante, et pas pour meubler le temps, parce que je pense qu'après, comme on va débattre, on va plutôt manquer de temps dans cette séance, plutôt que d'en avoir trop. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour, alors je ne dirais pas endiguer ou empêcher aujourd'hui que ces réformes n'aient lieu, puisque de toute façon nous ne pourrons pas le faire, puisque, vous le savez, les prochaines élections cantonales vont avoir lieu en mars 2015, et que finalement les régionales auront lieu en fin d'année 2015, la date précise n'est pas encore fixée, et que le gouvernement a été obligé à découpler ces deux élections qu'il avait initialement rêvé de joindre. Et que donc nous allons aboutir à une situation ubuesque qui est la suivante, c'est que les cantonales vont avoir lieu en mars, sans que personne ne sache quelles seront les compétences des conseils généraux, et donc des conseillers, des élus qui vont y siéger à partir du mois de mars. Pourquoi on ne va pas le savoir? Parce que la loi concernant les régions, en fait les conseils régionaux plus exactement, n'est pas totalement, n'est pas adoptée pour le moment, qu'il y a de grands tiraillements entre évidemment le Sénat et l'Assemblée nationale, que vous savez que le Sénat n'est plus, la majorité du Sénat est repassée, je ne dirais pas à droite, ne voulant pas chercher les ennuis, je dirais tout simplement que le Sénat a changé de majorité, et que aujourd'hui c'est l'UMP, en gros la coalition UMP qui est majoritaire, et que le PS est désormais minoritaire au Sénat. Ce qui a créé des difficultés, évidemment, pour le gouvernement de Valls.
même si au fond, UMP et Parti Socialiste, entre autres, sont totalement d'accord sur cette réforme. Ce qui les divise, où d'abord c'est un magnifique jeu de claquettes pour faire croire à un débat démocratique, puisqu'en réalité, sur le fond, la réforme engagée par le gouvernement de Hollande est la suite, s'inscrit totalement dans la suite de celle qui avait été déjà faite par Sarkozy, même si il y a des petits, je dirais qu'il y a des détails différents, mais en tout cas, dans le Canada Dry du débat démocratique, eh bien, ça ralentit le processus. Et puis, pour une autre raison, c'est que les sénateurs veulent garder leur précaré et défendent évidemment leur poste, leur pouvoir, puisqu'ils sont le fruit des élections locales. Donc, l'enjeu, en fait, se situe bien au-delà de ce qui se passe dans l'Assemblée. Il se situe au plan européen, bien évidemment, et ce n'est pas nouveau, et c'est ça qu'il faut garder en tête, et il faut aussi se dire que nous allons faire. C'est-à-dire que ce soit en 2020 ou en 2022, ou en je ne sais pas quand, de toute façon, les conseils généraux vont être affaiblis, leurs compétences vont être affaiblies, et que déjà, la loi qui a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale sur les régions, eh bien, va impliquer ce qui va rester pour les conseils généraux. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est qu'il y a une loi posée au dépôt en haut. Hein. La première a été la loi sur les métropoles, la création des métropoles, qui elle-même a été déjà totalement adoptée. À la suite de cette loi sur les métropoles, qui définissent les compétences, eh bien, en dessous, il y a les régions. Alors, 13, 14, 15, peu importe, 8 à terme, peu importe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est le découpage qui est organisé, le nouveau découpage, et ce découpage, c'est pas seulement un découpage de cohérence territoriale, etc., pour le bien de l'humanité, de la France, des régions et des habitants. C'est la mise en conformité avec les attentes de l'Union européenne, dont la stratégie est définie depuis de longues années, nous ne cessons de le dire, et qui est l'euro-régionalisation. Pourquoi l'euro-régionalisation? Tout simplement parce que cette euro-régionalisation organise un découpage, là encore, et c'est une manière de taper la puissance de l'État, c'est-à-dire qu'on affaiblit les États, les pays, la nation, et qu'on organise cette fameuse régionalisation absolument dans tous les pays de l'Union européenne. C'est ça qu'il faut savoir, parce que nous on s'intéresse au cas français, bien entendu, parce que nous sommes choqués, hein, et directement concernés, mais le même phénomène se produit dans les autres pays de l'Union européenne. Ça, on le disait déjà l'année dernière, on le disait il y a 2 ans, etc. Et que cette euro-régionalisation vise à la mise en concurrence entre les différentes régions des différents pays de l'Union européenne pour la fameuse compétitivité entre les territoires. Et la compétitivité entre les territoires, c'est quoi? C'est la mise en concurrence entre les territoires. Les territoires, on ne sait plus ce que ça veut dire, comme ça, comme c'est évanescent, personne ne s'inquiète. En réalité, la mise en concurrence entre les habitants de différentes régions des différents pays, et c'est-à-dire que nous allons avoir une double mise en concurrence institutionnalisée,
d'une part, entre les pays de l'Union européenne, comme ça existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire entre les travailleurs des différents pays de l'Union européenne, avec une délocalisation à l'intérieur même de l'Union européenne, dans les pays où le salaire est le plus bas, comme on appelle le coût du travail est le plus bas, et en même temps, dans son propre pays, une mise en concurrence entre les travailleurs selon les régions dans lesquelles ils habitent. Et ça, c'est pas une funeste vue de l'esprit. Les choses sont dites, elles sont écrites, elles existent. Là encore, pourquoi la gauche n'en parle-t-elle pas dans ces termes, plutôt que de vous? Elle n'en parle pas dans ces termes. La gauche n'en parle pas dans ces termes. Non, elle n'en parle pas dans ces termes. Je mets au défi de trouver des éléments construits, clairs, informant la population sur la réalité de cette question. Alors, ce qui existe, c'est des discours, effectivement, pour dire on va s'éloigner de la proximité, la relation entre l'élu et l'habitant, c'est une honte, etc. Mais on ne trouve pas le projet décrit par l'Union européenne depuis au moins 4 ans, clairement rédigé, que les politiques ne peuvent pas ignorer. Ou alors, s'ils l'ignorent, c'est qu'il vraiment, ils méritent d'être foutus immédiatement à la porte, et je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ils le savent. Sauf que peut-être c'est trop compliqué pour le pauvre citoyen, mais je ne crois pas. Parce que je crois que la véritable raison, c'est de montrer que là encore, l'Union européenne impose quelque chose qu'il serait peu adéquat d'expliquer aux citoyens français, puisque ça ne ferait que renforcer leur rejet de l'Union européenne. Donc, il faut comprendre ça pour pouvoir réagir. Mais je dis, nous allons perdre. Voilà, nous allons perdre. Il ne faut pas croire que nous allons faire changer les choses aujourd'hui rapidement. Mais c'est pour demain qu'on travaille. D'abord, être un peu moins idiot, ça nous fait un peu bien, de temps en temps, à tous, hein, moi y compris. Mais surtout, c'est de montrer, de faire comprendre quels sont les vrais enjeux. Derrière le technique, il y a toujours du politique. Derrière les fameuses réductions de dépenses, derrière les invocations à limiter le millefeuille territorial, etc., il y a toujours des intentions politiques beaucoup plus élaborées que ça. Et en l'occurrence, la vraie question, c'est la mise en compétition à l'intérieur du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des politiques qui vont être fixées en matière de formation professionnelle, en matière de soins, en matière d'éducation, ça a commencé, en matière d'éducation spécialisée, d'accompagnement des jeunes en difficulté, des mineurs, etc., qui vont être à la carte, comme nous avons déjà, et personne ne braille. C'est terrible parce que c'est géré par les conseils généraux. Nous avons déjà des financements pour les personnes en situation de perte d'autonomie qui sont distribués à la carte. Selon qu'on habite tel ou tel département, eh bien, l'accompagnement financier pour le maintien à domicile n'est pas le même. Donc, nous allons avoir une extension, finalement, des régimes à la carte, au prétexte que les situations ne sont pas les mêmes. Vous voyez même déjà apparaître des discours qui expliquent que le RSA devrait être différent selon là où on habite, parce que les prix des loyers ne sont pas les mêmes, parce que les transports ne sont pas organisés de la même manière. Nous avons déjà la réforme, entre guillemets, qui a été un laboratoire, et ce n'est pas fini. Donc, si on comprend ça, on comprend le schéma général, et on va comprendre la succession de réformes
non seulement qui est en cours, mais qui vont continuer d'arriver. Et c'est bien avec ces éléments que nous pourrons faire notre boulot et que nous pouvons lire un certain nombre d'événements, notamment ce qui s'est produit en Alsace, le fameux référendum auquel la majorité des Alsaciens a dit non, mais le retour de l'affaire de l'Alsace, et notamment aujourd'hui la modification unique portée par le Sénat entre la carte des régions prévue par l'Assemblée nationale et la lecture, deuxième lecture, ensuite par le Sénat d'une nouvelle carte de région. La seule différence, c'est la question de l'Alsace. C'est-à-dire, c'est à nouveau, entre guillemets, la séparation de l'Alsace par rapport à une région spécifique pour l'Alsace. Pourquoi une région spécifique pour l'Alsace? C'est intéressant, c'est un cas, Daniel en parlera tout à l'heure, je peux pas revenir. Mais en tout cas, cette grille de lecture, sur comprendre le processus, elle nous aide à comprendre la question de l'Alsace. Et je voudrais aussi, juste en une seconde, relever que quand nous parlons de toutes ces réformes, quand je dis nous, c'est à nous bien au-delà du MPEP, ce sont l'ensemble des intervenants sur la question, personne ne s'intéresse aux territoires qui sont en dehors, français, qui sont installés en dehors de la métropole, de l'Hexagone, c'est-à-dire Fouide, Réunion, Guadeloupe, etc., etc. Tout le monde s'en tape le cul. Et la Corse est maintenue comme une région à part. Et ça, personne ne se demande pourquoi. Parce que ça n'a aucune importance, puisque les territoires seront traités, et donc les habitants de ces territoires seront traités officiellement, institutionnellement, d'une manière différenciée. Ce que sont aujourd'hui les habitants déjà des territoires d'outre-mer. Et donc ça n'a aucune importance qu'on laisse là et là et là des régions à part. Ils ne sont déjà pas dans le jeu national, d'une certaine manière. Ils sont déjà traités d'une manière différenciée. Et ça ne va que s'accroître. Et ça va s'accroître à l'intérieur même de l'Hexagone, ici, là et maintenant. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, quand on viendra ici en Aquitaine, eh bien, il n'y aura pas automatiquement le même régime, ou dans 5 ans ou dans 10 ans, de remboursement des frais médicaux que si nous habitons en Bretagne ou que si nous habitons à Lille ou en banlieue parisienne. Et donc ça fait le lien aussi avec ce qui se passe sur la question de la protection sociale, qui est là aussi mis en œuvre pour suivre les directives et les orientations de l'Union européenne. Donc voilà ce que je voulais vous dire d'emblée sur comprendre l'ensemble du processus.